Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandiera. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre, assisté à la technique de l'ami Wilsdorf. Et pour entamer cette émission avec moi, votre camarade PGL présent devant le micro. Bonsoir. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans nos studios ce soir Bernard Lugan. Bonsoir, monsieur Lugan. Bonsoir, messieurs. Pour évoquer avec lui les deux derniers ouvrages qui sont parus, Décoloniser l'Afrique dans un premier temps, et puis alors l'histoire des Berbères qui occupera la seconde partie de l'émission. Mais avant tout cela, cher Pascal, vous allez nous présenter pour les plus jeunes de nos auditeurs, monsieur Lugan. Exactement. Donc, Bernard Lugan est un bretteur de la guerre culturelle et surtout d'une histoire remise à l'endroit concernant l'Afrique. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'il est le meilleur spécialiste francophone de l'Afrique, sinon un des meilleurs spécialistes européens, quitte à mécontenter, comme il le dit avec sa savoureuse expression, le bas clergé universitaire des Jean-Pierre Chrétien, Kokri-Vidrovitch et autres, Elikia Mbokolo. Donc Bernard Lugan est un ancien de l'AF, un ancien donc des services d'or de l'AF à la fin des années 60, qui ensuite s'est dirigé vers la carrière universitaire et surtout vers une carrière aussi de chercheur de terrain en Afrique, notamment au Rwanda, où il a passé plus d'une dizaine d'années, ce qui fait qu'il est porté à parler de ces choses-là en totale connaissance de cause, pas comme les mandarins de salon qui ne sont jamais privés jusqu'à une date récente de le vouer au pilori, ce avec quoi il a répondu avec beaucoup de panache. Beaucoup d'auditeurs connaissent la physionomie de notre invité, truculent, avec des bacchantes légendaires et surtout un port altier et un timbre de voix qu'ils vont avoir l'occasion d'apprécier une fois cette présentation achevée. Alors Bernard Lugan a sorti un nombre assez impressionnant d'ouvrages. C'est vrai, là, son histoire de l'Afrique du Sud avait marqué les esprits à la fin des années 80. Il a poursuivi donc en remettant cette histoire justement à l'endroit, en essayant justement d'évacuer tous les poncifs tiers-mondisants et autres qui sont diffusés depuis des lustres dans l'université française et dans l'université européenne en général. Donc il a abordé aussi d'autres pays autres que l'Afrique subsaharienne, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte. Il a sorti une monumentale histoire de l'Afrique chez Ellipse, remis à jour son histoire de l'Afrique du Sud, et surtout, aussi écrit pas mal sur le Rwanda. On sait très bien que la politique française, et notamment notre armée, a été plus que calomniée concernant cette affaire-là. Enfin, en tout cas, une bibliographie assez impressionnante, que nos auditeurs auront l'occasion de retrouver sur les chroniques de cette émission. Oui, sur le blog. Il a aussi été enseignant très longtemps à Lyon 3. En tant que maître de conférence hors classe, jusqu'à que les cabales successives le portent à aller justement exercer ses talents ailleurs, sur le plan plus métapolitique, avec le blog qu'il anime depuis quelques années, une revue, l'Afrique réelle, qui a connu une version papier pendant 12 ans et qui a été réactivée en 2010, à laquelle on peut s'abonner, mais tous ces petits détails seront donnés sur notre blog. Donc aujourd'hui, nous proposons de parler avec notre auguste invité, un petit peu de faire le point sur toutes les thèses qu'il a développées depuis une vingtaine d'années, à travers un ouvrage très didactique et très accessible, très vivant, qu'il a sorti il y a quelques mois aux éditions Ellipse, Décoloniser l'Afrique, où justement il revient sur des thématiques clés qui sont incontournables pour comprendre véritablement les enjeux et les problématiques attenantes à ce continent. Alors Bernard, Décoloniser l'Afrique, vous interromps une seconde. Bien sûr. Dans ma biographie, j'oubliais l'essentiel. J'oublie peut-être l'essentiel. Dites-moi. C'est que j'ai fondé l'association pour le rétablissement du duel. J'avais oublié, c'est vrai que énorme. Vous avez été récemment interviewé par Robert Ménard et sa compagne Manuel Duverger pour la revue Média. Oui, effectivement, avec beaucoup de panache. Donc j'ai recréé ça avec mon ami Vladimir Volkov. Feu Vladimir Volkov. Alors nous avions une petite querelle tous les deux. C'est que lui avait une tendance à la recréation d'une association au duel à la russe et moi à la française. C'est-à-dire que le duel à la russe, les témoins se battent aussi. J'ai fait cette concession. Plus on est de fous, plus on rit. J'ai fait cette concession. D'accord. Donc maintenant, Vladimir Volkov nous a quittés pour des territoires lointains. Et donc, je suis en train de recréer l'association. Je donnerai dans quelques temps quel est le nom du... puis s'il vous plaît... D'ailleurs, dans l'entretien... Alors, c'est l'association de duel...
en matière de presse. Hein. D'accord. C'est-à-dire, j'estime que l'on perd son temps devant les tribunaux lorsqu'on est diffamé par les cloportes de la sous-culture journalistique, tandis que quelques centimètres d'acier qui chantent devant le couvent des Carmes peut leur remettre les idées en place et déjà leur faire hésiter. Alors moi, ce que je préfère, c'est le duel à cheval et au sabre. Alors généralement, il se dégonfle. Le fleuret, non? Oui, s'il faut. Moi, je me bats n'importe comment, là, s'il faut. Mais le à cheval et au sabre, c'est bien. D'ailleurs, c'est vous précisez dans l'entretien avec Emmanuel Duverger qu'il y a 2 journalistes qui sont défilés. Un de gauche et un de droite. Un de gauche et un de droite, oui. Ils courent encore. Il n'y aura pas de scoop ce soir. Pas de scoop. Il faudra nous préciser si vous souhaitez ouvrir cette association à d'autres secteurs que la presse. Parce que là, nous sommes assez friands. Aussi restrictifs après tout. Non, mais voilà, oui. C'est très intéressé par cette idée du duel. C'est ouvert à d'autres que des journalistes, mais c'est un duel, je propose un duel en matière de presse. En matière de presse. En matière de diffamation, en matière de presse. Voilà. Okay. Fin de la parenthèse. Oui, non, mais c'est loin d'être une parenthèse. Pascal. Alors, Bernard, pour commencer notre propos, le bilan de l'Afrique depuis les indépendances. Donc, des occasions manquées. Vous rappelez dans votre premier chapitre la fameuse phrase de René Dumont qui écrivait que l'Afrique était ma partie. Vous portez en faux par rapport à ce postulat. Oui, René Dumont fait sa carrière sur cette phrase qui est une belle phrase. L'Afrique noire est mal partie. En fait, non, elle est mal arrivée. L'Afrique noire était bien partie puisque dans les années 1955-1958, quand le livre a été écrit, les grandes catastrophes mondiales ne se déroulaient pas en Afrique, mais en Asie. Oui. Il y avait les guerres civiles chinoises, il y avait la guerre d'Indochine, les guerres du Vietnam, il y a eu la guerre de Malaisie, il y a eu la guerre d'Indonésie, il y a eu les guerres indo-pakistanaises, il y a eu les immenses famines, les inondations, etc. Le Japon qui se reconstruisait. Donc à l'époque, les famines et le cataclysme étaient asiatiques, alors qu'en Afrique, nous étions soit à la fin de la période coloniale, soit au tout début des indépendances, et tout fonctionnait encore. L'homme blanc portait son fardeau, et l'Afrique tournait. Il n'y avait pas de famine, l'on circulait sans se faire rançonner sur les routes, il n'y avait pas de guerre d'indépendance, à part quelques petits incidents qui se sont produits au Kenya. Mettons l'Algérie. Oui, mais bon, les Anglais ont réglé le problème en peu de temps. On en reviendra sur la guerre des Mao parce que ça va bien montrer la différence d'approche entre les Britanniques et les Français dans le règlement d'un problème. C'est fondamental. Et donc, l'Afrique noire, non, était bien partie, mais que s'est-il passé? Eh bien, elle est mal arrivée. Elle est mal arrivée. Pourquoi? Parce que cette malheureuse Afrique, ou ces malheureuses Afriques, parce que l'Afrique n'existe pas, il faut parler des Afriques, ces malheureuses Afriques n'ont pas été vraiment indépendantes dans les années 1960. La guerre des blocs a fait que les Afriques ont dû chevaucher ou endosser des histoires qui n'étaient pas les leurs. Elles sont rentrées dans la guerre des blocs, et dans cette guerre des blocs, la colonisation s'est poursuivie d'une manière indirecte, ce qui fait que les Afriques n'étaient pas indépendantes. On peut dire véritablement que les Afriques ont commencé à approcher d'une phase d'indépendance après l'effondrement du bloc soviétique. Quand l'Afrique est sortie pendant quelque temps, elle y revient maintenant, elle est sortie pendant quelque temps de la géopolitique mondiale, elle n'a plus intéressé personne. Donc à ce moment-là, l'Afrique a renoué avec ses lois naturelles, et au moment où l'Afrique renouait avec ses lois naturelles, notre idéologie démocratique et universaliste, droit de l'hommesque, charitabiliste et ONGesque a fait que nous avons complètement bloqué. C'est l'arbre qui était attaché au sol. Au moment où la corde est coupée, où l'arbre peut se redresser, eh bien, on lui met un coup de tronçonneuse. Oui. Ce qui fait que l'Afrique n'a pas pu se redresser parce que, au moment où véritablement elle devenait indépendante dans les années 90, elle est tombée sous la pire des colonisations, la colonisation idéologique universaliste. Parce que le drame de nos sociétés, c'est que nos sociétés, nos modèles universalistes sont plaqués sur des sociétés communautaires ou communautaristes. Donc ça ne peut pas marcher. C'était holiste, pour reprendre la formulation de... Oui, bien sûr. Oui. Alors, première question, toutes les Afriques n'ont pas été touchées au même point à partir des années 90. Où est-ce que ça commence et où est-ce que véritablement on a le point de bascule en Afrique? Alors on a un point de bascule, on a 2 points de bascule. On a 3 points de bascule. On a l'Afrique australe, on a l'Afrique de la Corne et on a l'Afrique centrale. Disons que le plus dramatique, c'est l'Afrique centrale, avec ce qui va se passer autour du Congo-Zaïre, du Rwanda, du Burundi, de toutes ces régions. Alors là, véritablement, le grand problème va se poser parce que tout est faux. Toutes nos approches sont fausses. L'approche française, au départ,
va être une approche de soutien, à l'époque de François Mitterrand, de soutien aux Hutus, car ils sont majoritaires. Au nom de l'idée démocratique, ils sont les plus nombreux, donc ils ont raison. Là, au Rwanda, là, précisément. Oui, mais le Rwanda, c'est la grenade qui va... C'est la goupille qui va tout faire éclater. Et qui va ensuite remettre des choses en perspective d'une manière fort intéressante. Donc, on va soutenir les Hutus parce qu'ils sont les plus nombreux. Vision européocentriste totalement coupée des réalités, parce qu'en fait, les Hutus sont peut-être les plus nombreux, mais ils sont divisés en Hutus du Nord et Hutus du Sud, qui, entre eux, sont plus opposés qu'entre Hutus et Tutsis, dans certaines mesures. Alors ensuite, là-dessus, va arriver cette guerre du Rwanda, qui va voir la victoire d'un camp, qui est le camp Tutsi, le camp qui est minoritaire, soutenu par les anglo-saxons, qui, eux, vont mettre dans leur poche l'idéologie humanitaire des droits de l'homme et de la démocratie pour prendre une vision totalement réaliste. Et nous allons continuer à nous battre sur des notions idéologiques totalement coupées des réalités, et donc la France se fait complètement évacuer de toute cette partie de l'Afrique centrale. Mais, de fil en aiguille, les événements du Rwanda vont conduire aux deux guerres du Congo, à la déstabilisation de la RCA, à la déstabilisation du Congo-Brazzaville, etc. Donc là, il y a une grande rupture. L'autre grande rupture, dans la Corne, mais si vous voulez, laissons de côté le problème de la Corne, on y viendra tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres données qui interviennent. L'autre grande rupture, c'est l'Afrique australe. L'Afrique australe, avec la sortie de la guerre froide. L'Afrique australe va être totalement redessinée à partir du moment où les Américains vont comprendre que le bloc soviétique est en train de s'effondrer. Donc, dans les années 1986-87, on sent déjà que l'Union soviétique est à bout de course, est à bout de souffle, elle ne peut plus suivre. Donc, les Américains vont anticiper, et ils vont proposer une solution de règlement global de la question d'Afrique australe. Alors, règlement global, ça veut dire quoi? Ça veut dire règlement de la question de l'Angola, où il y a une guerre par procuration qui est menée par les Sud-Africains. L'UNITA contre les FNA, contre le MPLA, voilà. UNITA, Afrique du Sud, États-Unis, contre le MPLA, Cuba, Union soviétique. Et ensuite, il y a la question du Sud-Ouest africain, de la Namibie, et puis il y a la question d'Afrique du Sud. Donc, question globale, les mondialistes vont régler le problème d'une manière globale, et les nationalistes sud-africains vont être totalement dépassés par les événements. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas mener un combat politique. Ils vont rester sur un combat sur deux définitions totalement obsolètes, c'est-à-dire l'anticommunisme et le christianisme. Donc, ils n'ont rien compris. Ils vont mener le combat que menait la vieille droite française au moment de la guerre d'Indochine. Ils n'ont pas compris que le monde avait bougé. Ce qui fait qu'ils vont être sans arrêt en position de défensive. À aucun moment, ils ne vont avoir une vision politique. Ils ne l'ont toujours pas, d'ailleurs. Et ce qui fait que le grand basculement va se faire. La troisième zone qui va se trouver déstabilisée et d'une manière grave, c'est l'Afrique de l'Ouest. Alors l'Afrique de l'Ouest avec deux grands problèmes. Les problèmes nord-sud, parce que dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, nous avons des nords et nous avons des sud. Et la grande réalité, c'est que la conquête coloniale s'est faite au profit des Suds contre les Nords. Les Suds, qui étaient en train de se faire avaler, dévorer par les populations du Nord, qui poussaient vers la mer. Et ces populations du Sud sont venues au-devant des colonisateurs, aussi bien des Français, des Anglais que des Allemands, pour être protégées de cette déferlante nordiste. Et l'indépendance va être donnée à qui? Aux sudistes, contre les nordistes. Voilà, un sudiste à majorité animiste-chrétienne. Oui, chrétien, disons chrétien. Les Nord musulmans, les Sud chrétiens, il est difficile de parler d'animisme, ce sont des religions très mélangées, mais bon, les Nord qui ne sont pas forcément musulmans non plus, parce que... c'est un islam très localisé, on va dire. Oui, et les islams du Nord sont des islams africains qui n'ont rien à voir, sauf dans le cas du Nigeria, et sauf dans le cas de la zone sahélienne, mais ça c'est autre chose, ce sont des islams qui n'ont rien à voir avec les islams salafistes, rigoristes. Ce sont des islams trop exigeants
pour avoir une chance de prise sur les populations de la partie On sud. voit de l'Afrique d'ailleurs de à l'heure l'Ouest. actuelle les heurts entre les rebelles Touaregs et les salafistes. Alors, voilà. Alors, il y a déjà eu quelques gros cartons depuis une quinzaine de oui, jours. on va y revenir là-dessus. C'est un problème que je suis étroitement. Oui, cette vous êtes question. exprimé récemment. Là. Et là, on va y revenir là-dessus. C'est un problème très intéressant. On va en reparler tout à l'heure. Voilà. Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que la colonisation va geler l'histoire africaine. Dans les années 1960, jusque dans les années 90, la guerre froide va continuer à geler ces histoires africaines. Et au moment où la longue durée africaine reprend ses marques, nous imposons la colonisation morale, mentale, les droits de l'homme, l'ingérence humanitaire, etc., la démocratie. Et tout ceci va donc provoquer un traumatisme profond. Et à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces expériences sont en train de disparaître. Parce que l'on voit apparaître de nouvelles générations de jeunes Africains. Ce ne sont plus ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les nègres blancs, c'est-à-dire les vieux Africains qui avaient été formés dans nos écoles, nos universités, et qui étaient en fait comme Houphouët-Boigny, qui étaient des admirateurs de Jules Ferry, de Victor Hugo. Non, on voit un retour de l'Afrique. Alors, moi, je suis très optimiste, hein. Très optimiste. À partir du moment où les peuples retrouvent leurs racines, à partir du moment où les peuples envoient se faire voir sur une autre planète les humanitaires, les universalistes, les charitabilistes et tout ce qui suit, l'espoir peut renaître. L'essentiel, un peuple, une terre. Hein, et voilà. Donc c'est en train de bouger. Ça va prendre du temps parce qu'ils sont excessivement pollués par nos idéologies des droits de l'homme. Universaliste surtout, et individualiste. Vous savez, c'est ce grand problème. Les Afriques, toutes les Afriques, et c'est le point commun des Afriques, qu'elles soient les Afriques du littoral, des hautes terres, de la savane, de la forêt, ce sont des mondes de la communauté. Et nous voulons plaquer des notions qui, toutes sont des notions qui tournent autour de l'individu. Ça ne peut pas marcher. Moi, je suis un disciple de Lyautey, du maréchal Lyautey, qui avait toujours... Lyautey... Et c'est pour ça que Lyautey a réussi au Maroc. Lyautey, à la différence de tous les coloniaux de l'époque, Lyautey ne faisait pas de hiérarchie. Alors que la gauche et la droite orléaniste parlaient des races supérieures, des races inférieures. De Jules Ferry, notamment, oui, Léon Blum plus tard. Tout à fait. Voilà. Races inférieures, civilisation. On les a rendus des chambres correctionnelles aujourd'hui. Ah oui, mais Lyautey ne disait pas du tout. Mais vous parlez de supériorité, ça veut dire quoi? Non. Nous sommes en présence de populations, de cultures, de civilisations, de mondes différents. Ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Ça veut dire que nos modèles ne leur sont pas adaptés. Mais oui, les visions du monde sont étrangères. L'ethnodifférentialisme. Oui, c'est un ethnodifférentialisme conséquent. Voilà, bon, il y en a eu un. Il y a eu un grand ethnodifférentialiste dans la colonisation française, c'est Lyautey. Les autres, soit n'avaient pas d'idée, soit étaient coulés dans le moule de l'époque. Il y a peut-être aussi, en plein fond du Sahara, des officiers qui, de facto, bien sûr, sont comportés en Angleterre. Mais on est quand même sur un monde scientiste, quoi, vertical. Voilà, moi je parle des grands leaders. Et Lyautey. C'est pour ça que Lyautey était un aristocrate. Un aristocrate, il avait une vision aristocratique du monde et de la société, et c'est pour ça que Lyautey a tout compris. Pour moi, Lyautey est l'archétype du colonialiste intelligent. J'allais dire qu'il a un peu colonisé à l'anglaise. Justement, revenir rapidement pour nos auditeurs sur les deux modes de colonisation qui se sont effectués en Afrique, le mode de la Terre. Moi, je touche la planète, mais surtout en Afrique. Parce que les Indes, l'Asie, c'est pareil. Moi, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Les Britanniques ont laissé des attitudes, les Français ont laissé des certitudes. Et voilà, ça change tout. Les certitudes, mais ça pollue un peuple. Les attitudes, au contraire, ça lui donne une apparence. Et voilà, c'est toute la différence. La colonisation britannique n'a pas cassé l'âme des peuples. La colonisation française, qui a été beaucoup plus généreuse, parce que les Britanniques ont été parfaitement égoïstes. Les Britanniques n'ont pas créé les hôpitaux. Non, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. C'était des impérialistes. Ouais. Mais pragmatiques, hein, le fameux pragmatisme. Mais au bilan,
ils n'ont pas cassé l'âme des peuples. Tandis que nous les avons décérébrés par l'école de la République, par la démocratie, par les droits de l'homme, par le message universaliste, par les Lumières, par Victor Hugo, Jules Ferry, Jean-Jacques Rousseau. Dans ce mode colonisateur, on peut relier également, toute proportion gardée, les Belges et les Portugais. Ah, les Belges ont été pas mal. Ils ont été pas mal, les Belges. Ah oui. Non, là, on dit beaucoup de mal de la colonisation belge. La colonisation belge, non. Le problème des Belges, c'est que... Moi, j'ai regardé le souvenir de Tintin au Congo. Non, voilà. Le problème des Belges, c'est que ils avaient, au contraire, un programme fort intelligent. Ils avaient prévu encore 50 ans de colonisation. Et ils étaient partis par étapes. Ils avaient commencé par le primaire, et ensuite le secondaire, et ils avaient prévu encore 50 ans. Or, ils ont été obligés de décoloniser en l'espace de 2 ans, entre 58 et 60, au milieu du gué. Alors que nous avons saupoudré à tous les niveaux. Mais on critique la colonisation belge, oui, il n'y a pas d'universitaires, etc. Oui, non, parce que les Belges sont partis vraiment de rien. Ils disent maintenant, nous allons coloniser par étapes. Et leur plan était un plan qui devait durer plus longtemps. Donc, bien entendu, ils ont laissé un pays dans un état culturel épouvantable, mais avec des infrastructures remarquables. Parce que les infrastructures du Congo belge étaient remarquables quand ils sont partis. Ça a été détruit en quelques mois, pour des raisons que nous connaissons bien. Très bien. Justement, dans votre ouvrage, vous parlez aussi de ce couple infernal sadomasochisme entre culpabilisation européenne et victimisation de l'Afrique. Sans parler de l'infantilisation aussi de l'aide de développement. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer Oui, c'est le couple sadomasochiste, parce que d'un côté, avec gourmandisme, avec un masochisme gourmand, certaines élites blanches européennes se battent la coulpe, et de l'autre côté, certaines élites africaines se disent chic, on va pouvoir en tirer des bénéfices. Donc il y a cette course à la victimisation et à la souffrance qui fait que, bien entendu, l'Afrique ne peut pas s'en sortir et l'Europe ne peut pas s'en dégager. C'est pour ça que je pense qu'il y a à l'heure actuelle une évolution qui commence à se faire chez certains jeunes intellectuels africains qui disent maintenant, foin de tout cela, retour à nos racines africaines, refaisons un peu notre... Alors, le problème, c'est tellement facile de faire pleurer Bargot et de recevoir des subventions. La crise économique, pour ça, peut-être une bonne chose, parce qu'elle va peut-être un peu remettre les pendules à l'heure. Les robinets se ferment. Les robinets vont peut-être se fermer. Et ça va peut-être obliger les uns et les autres à regarder tout ça avec un peu plus de réalisme. À se prendre en main. En tout cas, les bases de cette culpabilisation sont clairement établies, en général, autour de la question de la traite des Noirs, autour de la question de l'exploitation coloniale qui aurait vidé l'Afrique de ses forces vives. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ces points-là? Oui, mais tout ça, je l'ai traité, voilà. Je l'ai traité longuement. Donc mais très rapidement pour nos auditeurs, là, qui sont pas très familiers. Sur la traite, la réalité de la traite, c'est que la moitié de l'Afrique a vendu l'autre moitié. Ouais. La traite, on oublie les Africains qui ont été partie prenante dans ce trafic. Mais c'est pas qu'ils ont été partie prenante, c'est qu'ils ont été la source même. Ouais. Parce que sans les Africains, il n'y aurait pas eu de traite. Les Européens n'ont jamais sillonné l'intérieur de l'Afrique pour s'emparer des esclaves. À l'époque, avec les maladies, les difficultés, etc., les Européens restaient sur les bateaux ou dans des comptoirs, et c'était leurs partenaires africains qui leur livraient des esclaves. C'est-à-dire que, je dis bien, une partie de l'Afrique a vendu l'autre partie de l'Afrique. C'est ça, la réalité de la traite. Le royaume esclavagiste. Et la richesse. Bon, mes collègues britanniques d'Oxford et de Cambridge l'ont bien montré dans l'histoire de l'Empire britannique. Mais les Britanniques n'ont pas tous les complexes que nous avons en France. Je cite souvent mes confrères britanniques qui ont travaillé d'une manière à l'anglaise, c'est-à-dire on étudie froidement les statistiques, on ne fait pas de morale. Et ils ont montré que les revenus des petits souverains, je ne parle pas des grands royaumes comme le grand royaume d'Abomey, etc. Les petits souverains, les petits chefs locaux qui contrôlaient tel ou tel comptoir sur le littoral africain et qui étaient partenaires de tel ou tel pays européen, avaient des revenus plus importants que les plus grands comtés britanniques au XVIIe siècle. C'est la chose intéressante, hein, les lycéens qui sont à l'écoute là, vous avez sûrement des choses à rétorquer. Alors ça, mais on le sait, mais si vous voulez, mais en France, on ne sait pas assez, c'est dans quel cadre. En France, on n'en parle pas de cela. Bon, Pétré Grenouillot a fait une thèse magnifique là-dessus, sa synthèse sur la traite. Oui, tout à fait, ça lui a valu pas mal d'avanie d'ailleurs. Pétré Grenouillot a tout dit là-dessus, donc. Il y a aussi, pour parler du coût de la colonisation, les fameuses thèses de Jacques Marseille qui sont déjà anciennes.
Et le feuvre pour montraient l'Algérie. Et le feuvre pour l'Algérie. Voilà, qui montrent que les colonies ont coûté la peau des fesses, ont été au bord de nous ruiner. Là, vous développez un petit peu le cas français dans votre ouvrage. Et je renvoie à l'étude remarquable faite par Daniel Lefebvre, chère Algérie. Parce que Marseille donc, a lancé, c'est Jacques Marseille malheureusement qui est mort là, il y a 2 ans, Jacques Marseille a lancé... Revenons sur Jacques Marseille, parce que c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui ont l'esprit libre dans l'université française. Jacques Marseille commence ses travaux. Jacques Marseille, on est de la même génération tous les deux, donc nous sommes étudiants dans les années 65-66, à l'époque du magistère marxiste. Moi, tous mes professeurs étaient marxistes. J'en avais un qui n'était pas marxiste, c'était Jacques Herse. Oui. Tous les autres étaient marxistes. Bon, pas Assas où j'étais en droit. Bon, il y avait moins de marxistes à Assas, mais grand médiéviste. Toute ma partie lettres que je l'ai faite à Nanterre, tous étaient marxistes, sauf Jacques Herse. Bon. Donc, à l'époque, nous apprenions en histoire contemporaine que Katyn, c'était un massacre fait par les Allemands. À l'époque, nous apprenions que, on ne parlait pas du tout du génocide vendéen, etc. C'était des études robespierristes. Et Jacques Marseille est marxiste à l'époque. Et il se dit, c'est extraordinaire, parce qu'on parle de la colonisation, le coût, l'exploitation coloniale, etc. Eh bien moi, en tant que communiste, il était communiste à l'époque, je vais faire une étude sérieuse pour vraiment montrer que nous avons exploité nos colonies, que nous avons pillé l'Afrique. Donc il part dans cette optique, et il se lance dans une histoire économique de la colonisation. Et puis, plus il avance dans ses idées, dans sa recherche, et puis il dit, mais c'est pas ça. Et c'est le contraire. Donc il fait son doctorat d'État qui a été supprimé car c'est trop élitiste, ça demandait 10 ans ou 12 ans de travail, et à la fin de ces 10 ou 12 ans de travail, eh bien, il sort une thèse, l'Empire français et le capitalisme, l'histoire d'un divorce, dans laquelle il montre que la France s'est ruinée aux colonies. Alors là, bien entendu, il est excommunié par tous ses maîtres, parce que tous ses maîtres marxistes le renient. Et Jacques Marseille va soutenir sa thèse, et Jacques Marseille va être à l'origine du renouveau des études coloniales, parce que dans les autres pays d'Europe, personne n'avait encore travaillé sur la question. Et derrière Jacques Marseille vont s'engouffrer toute une génération de jeunes historiens, dont un des plus brillants est Daniel Lefebvre, qui lui a travaillé sur l'Algérie, qui a repris la méthode de Marseille, mais qui l'a appliquée à l'Algérie, et qui va encore au-delà de Marseille, qui montre comment la France est totalement ruinée en Algérie. Et ceci est fort intéressant. Et ces études, ensuite, vont être reprises. Cette direction de recherche va être reprise par les Britanniques, qui, eux, vont le faire à l'anglo-saxonne, vont refaire leur approche à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire vraiment sans aucun complexe. Et ce qui va nous donner cette merveilleuse histoire de l'Empire britannique qui est publiée à Oxford, avec de tout. Il y a à la fois des historiens marxistes et des historiens non marxistes. C'est le grand bonheur du monde anglo-saxon, c'est que on peut discuter. Oui, on peut discuter. Il n'y a pas ces catalogues, il n'y a pas ces tiroirs. Il n'y a pas de verrou. Il n'y a pas ces verrous, il n'y a pas cette incommunicabilité, il n'y a pas cette guerre civile universitaire qui existe en France. Et tout à fait. Et à quelle conclusion sont arrivés les Britanniques ? La même. C'est-à-dire que c'était. La conclusion des Britanniques est très simple. Horriblement coûteux. Pour vous résumer, non, pas coûteux, parce que les Britanniques n'ont pas investi. C'est pour ça que je vous pose la question. Non. Question fort intéressante. Parce le minimum vital, en tout cas. Le minimum d'infrastructure pour l'exploitation locale. Nous sommes ruinés parce que nous avons essayé de développer l'Afrique. Les Britanniques ne sont pas ruinés. Ils disent, ça ne nous a pas rapporté. Oui, d'accord. Et c'est fort intéressant parce que si vous prenez les travaux des historiens britanniques, vous voyez que l'Afrique, au pic de la période coloniale, c'est-à-dire entre 1905 et avant la crise, avant la crise de 29, l'Afrique représente moins de 2% du commerce colonial britannique. Et si vous enlevez l'Afrique du Sud, ça ne représente plus rien. Ouais, ce que j'allais vous dire. Cecil Rhodes avait tout compris. Il y a 2-3 choses en Afrique du Sud qui mais par rapport aux Antilles, par rapport à l'Australie, par rapport au Canada, c'était rien du tout. Alors les Britanniques, nous sommes ruinés dans l'Empire, les Britanniques ne se sont pas enrichis. D'accord.
Voilà, c'est tout de même évité la ruine. dans l'Empire africain. Je parle de l'Afrique. Hein. Je parle Alors, pas quelles sont les lignes remarquables de ruine, justement, pour lui voilà, quels exemples vous pouvez donner comment s'est-on ruiné et à quelle vitesse, à la limite? On était déjà ruiné au début des années 20, on était... Ben, dès le début. Parce que quel est le pari fait par Jules Ferry? Et c'est ainsi que Jules Ferry va réussir à rallier au projet colonial la droite orléaniste. Jules Ferry va dire... Bon, il y a deux approches. Il y a d'abord l'approche morale et philosophique. Il faut coloniser pour faire connaître au monde entier la révélation des Lumières, l'héritage révolutionnaire, etc. Bon, ça c'est l'aspect idéologique. Bon, la droite orléaniste se moque totalement de cela. Et Jules Ferry va voir le deuxième approche. Deuxièmement, il faut coloniser parce que ça va nous rapporter de l'argent. Ça va nous rapporter de l'argent parce que les colonies recèlent des possibilités, etc. Donc, la colonisation va partir sur cette double idée. L'idée, le devoir moral et le tiroir-caisse. Et dans cette optique-là, l'État français ne devait pas intervenir. L'État français devait intervenir, militairement, mais la mise en valeur des colonies devait se faire par le capital privé. Or, dès avant 1914, le capital privé se détourne de l'Afrique. Sauf quelques secteurs très limités, qui vont être les phosphates au Maroc, ou deux, trois secteurs totalement limités, mais qui sont totalement marginaux. Car le capital privé se rend compte que pour retirer de l'argent d'Afrique, il faut faire des investissements considérables en infrastructure. Il faut faire des ports, il faut faire des routes, il faut faire des voies ferrées, il faut installer des cliniques, des hôpitaux, il faut tout faire. Ouais. Or, le capital privé se dit, non, ces investissements à 30 ou 40 ans, ça ne nous intéresse pas. Donc ils vont se lancer uniquement dans le commerce immédiatement rentable. On livre des chéchias, les fabriques de tissage du nord de la France fabriquent des chéchias pour l'Algérie, on vend les chéchias. Vous voyez, c'est du commerce, mais ce qui fait que l'État français se trouve à la tête d'un empire considérable, avec des populations qui doivent être, entre guillemets, développées. Le capital privé ne fait pas son travail, donc l'État se substitue. L'État, c'est-à-dire les impôts de nos grands-parents. Ouais. Donc, l'État français se crée des contraintes de souveraineté. La très belle expression de Jacques Marseille, des contraintes de souveraineté. Ce qui fait que, dès avant 14, il faut tout faire. Les ports, les routes, ensuite les voies ferrées, etc. Ce qui fait que tout ceci est fait avec les impôts des Français. Oui. Et donc, on se ruine dès le départ. Car dès le départ, l'hypothèse de Jules Ferry est fausse. Et à aucun moment, le capital privé français ne va s'intéresser à l'Afrique, sauf sur des secteurs de rentabilité immédiate. Et dès les années 1930, le patronat fait des rapports en disant mais il faut décoloniser, car nous sommes en train de nous ruiner. Parce que le patronat français a des additions. Il voit bien que ça ne peut pas durer. Alors, nous avons déjà des textes, par exemple, le grand-père de Valéry Giscard d'Estaing, qui était à ce moment-là dans le patronat français, fait des textes tout à fait intéressants. On les a, ces textes, des textes des années 30, 33, 34, 35. Dès l'époque, on dit, mais il faut nous dégager des colonies, parce que nous sommes en train de nous ruiner dans ces colonies. Parce que, quels sont les secteurs avec lesquels nous commerçons? C'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe. Or, le système était complètement vicieux, car non seulement nous étions créés des contraintes de souveraineté, mais en plus, pour créer de la richesse aux colonies, nous avions dû subventionner ou des récoltes ou des industries qui nous venaient 2 fois plus cher, et pour éviter la concurrence avec les Européens ou les Américains, nous avions mis des barrières douanières, c'est-à-dire la préférence coloniale. Et cette préférence coloniale qui nous coûtait 2 fois plus cher, avait comme résultat les rétorsions que faisaient exercer nos clients qui, eux, étaient solvables en Amérique ou ailleurs. C'est-à-dire que nous nous fermions des marchés rentables pour soutenir artificiellement des marchés qui nous plombaient l'économie. Voilà, un véritable fardeau, quoi. Ah, le fardeau complet. Le fardeau complet. Ouais. Le fardeau total. Voilà la réalité. Et bien entendu... Il est salutaire de rappeler aujourd'hui, en tout cas, voilà, pour ceux qui nous vivent. C'est fondamental. C'est fondamental. À longueur de journée. C'est fondamental. Oui, on n'apprend pas, pas forcément. Quand vous pensez qu'en 1945-46,
la France sort totalement ruinée. Totalement ruinée. De la guerre, tout est à reconstruire, les ports, les voies ferrées, etc. Eh bien, la France va investir en Afrique pour créer des ponts, des routes, etc. Au moment des indépendances, 1/5 du corps enseignant français est en Afrique. Le budget colonial, guerre d'Algérie, etc., va représenter des budgets supérieurs au budget de la reconstruction. C'est incroyable. On vit dans le mensonge le plus total. Alors les Britanniques, eux, et là, moi, j'en reviens toujours. On m'accuse d'être anglophile, pas du tout. Je suis pas anglophile. Je dis que les Britanniques, eux, ont eu une approche réaliste. Et moi, je crois être un homme du réel. Les Britanniques, dès 1930, l'ont compris, ça. Ils l'ont compris. C'est pour cela qu'en 1941 a lieu la conférence de Simla, aux Indes, avec Churchill, qui était le chantre de la colonisation. Churchill, c'est toute la colonisation. Il a fait la guerre des bourgs, etc. Et dès 1941, Churchill dit qu'il faut décoloniser. Et les Britanniques sont déjà dans l'optique de la décolonisation, ce qui fait qu'au lendemain de la guerre, alors que nous allons nous accrocher par des cadres juridiques ou des conférences, genre Brazzaville, ou des arguties juridiques comme la loi cadre, etc., les Britanniques, eux, se disent comment décoloniser le plus vite possible sans provoquer le chaos. Et ils sont dans cette optique. Ce qui fait que la décolonisation britannique va se passer sans problème. Il y aura des problèmes qui vont se poser ensuite, mais là, au moment de la décolonisation, il n'y a pas de problème. Et la France, au contraire, va essayer artificiellement de se maintenir en Afrique. Alors, il y a la conférence de Brazzaville, il va y avoir la loi cadre de Fer, il va y avoir l'Union française, mais il va y avoir la communauté française, mais tout ceci est décalé par rapport aux événements. Et c'est toute la différence entre l'approche anglaise et l'approche française. Alors, autre différence considérable. On parlait des Mao tout à l'heure, l'affaire du Kenya. C'est archétypique de la différence d'attitude entre les Français et les Britanniques. Nous avons gagné la guerre d'Algérie. Elle est gagnée en 1959. En 1960, elle est totalement gagnée. Les opérations jumelles pierres précieuses ont totalement cassé les maquis de l'intérieur. Ne reste que l'armée des frontières qui va gagner ensuite, parce qu'elle est intacte, c'est elle qui va prendre le pouvoir en Algérie. Mais les gens qui s'étaient battus en Algérie, les maquisards ont été liquidés par l'armée française. Et d'ailleurs, le drame, c'est que l'indépendance n'ait pas été donnée à ces gens-là, qui, eux, s'étaient battus, et qui étaient des gens avec lesquels on pouvait discuter, parce que c'était de valeureux adversaires. Parce que l'indépendance va être donnée aux planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, à Boumedienne et aux autres. Tandis que les gens comme Ami Rouche, et qui s'étaient vraiment battus contre nous, soit sont morts, soit vont être liquidés par le FLN. Bon, fin d'abord. Donc, nous avons gagné en Algérie. Nous donnons l'indépendance et nous partons comme des miteux. On part comme des miteux. On part, mais vraiment d'une manière honteuse. Honteuse. Une fuite. Hein. Une fuite, alors qu'on a gagné. Les Britanniques se trouvent avec le problème des Mao. Alors, rappelons un peu à la fois le contexte géographique, les dates. Nous sommes dans les années 50-53 au Kenya. Au Kenya, les Britanniques sont déjà dans la logique de l'indépendance. Attention, ils préparent doucement l'indépendance. Et là, une des ethnies du Kenya se soulève, les Kikuyus, qui est l'ethnie la plus nombreuse. Et une guerre dure. Que vont faire les Britanniques? Ils vont écraser les Kikuyus. Ils vont les écraser, mais sans état d'âme, à l'anglaise. C'est-à-dire, l'anglais, ou bien il ne se bat pas, ou bien il se bat. Quand il se bat, ça, on les voit bien au rugby. Hein, tant que le dernier coup de sifflet n'est pas on se bat. Bon. Ils y vont, sans état d'âme. Ils lancent toutes les tribus du Kenya sur les Kikuyus, qui sont ravis d'ailleurs de régler des comptes avec les Kikuyus. Ils écrasent les Kikuyus sans état d'âme. Puis une fois qu'ils ont gagné, ils font un beau défilé, et puis ils disent, voilà, nous avons gagné, mais finalement, ça ne nous intéresse pas de rester, on vous donne l'indépendance. Et on part, messieurs, au revoir. Voilà, ça c'est la méthode anglaise. Et ce que De Gaulle d'ailleurs le respect des autochtones aussi. Ce que De Gaulle aurait pu faire en Algérie. C'est-à-dire, il y avait 36 000 moyens en Algérie. C'est la solution la plus détestable qui a été choisie. Parce qu'on pouvait très bien s'entendre avec des partenaires, on pouvait faire des tas... Il y avait 10 000 solutions possibles, mais pas celle-là. La solution de partir comme des péteux, c'est absolument lamentable. Voilà. Jamais les Anglais ne font ça. Donc, on garde le prestige, on garde une attitude. Je dis... Les Britanniques laissent des attitudes en Afrique.
Ça, c'est très important. Oui, ces peuples-là n'ont pas oublié justement ce type de port, de maintien, enfin de comportement qui ne sont plus tellement en odeur de sainteté actuellement. Dans votre ouvrage, vous évoquez également une nouvelle forme de traite. On nous a pas mal rebattu les oreilles, notre ancien hyper-président, avec l'immigration choisie. Vous parlez de cette hémorragie qui est aujourd'hui pour l'Afrique, le drain de cadres. Ah oui, l'immigration choisie, c'est une entreprise criminelle. C'est vraiment pire que la traite. Je pèse mes mots. C'est pire que la traite esclavagiste. Pourquoi ? Parce que la traite esclavagiste, qui était une abomination, touchait tout le monde. Tandis que là, nous prenons les plus diplômés. Ouais, les forces vives. Les forces vives. Mais c'est absolument scandaleux. C'est du vampirisme. C'est du vampirisme. Dans ces pays qui ont peu d'élites et qui ont du mal à former des élites, nous venons ponctionner la petite minorité qui a été formée. Mais c'est absolument honteux. C'est pire que la traite. Parce que la traite, dans sa abomination, était générale. Nous ponctionnons la fraction la plus utile à l'Afrique. C'est-à-dire ces diplômés. C'est absolument honteux. En tout cas, vous citez des exemples et des chiffres édifiants. Oui, les médecins, je cite des chiffres, les ingénieurs. Avocats, moi j'en ai non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et l'immigration choisie est une entreprise que je qualifie de criminelle. De purement criminel, parce que nous pillons l'Afrique, nous enlevons à l'Afrique ses forces vives, et bien entendu, et tout ça au nom de la bonne conscience. Oui, c'est toujours pareil, malheureusement. Alors, pour terminer avec le survol de cet ouvrage, vous revenez également sur une thématique qui vous est chère depuis longtemps, c'est la réhabilitation du fait ethnique, qu'on nous a présenté longtemps comme une construction coloniale. Donc, pouvez-vous revenir, redétailler un petit peu, enfin, rapidement, autant que faire se peut pour nos auditeurs, cette problématique, et éventuellement citer un ou deux exemples. Nous avons 5 à 6 minutes. Personne de sensé ne présente l'ethnisme comme un fait colonial, à part Jean-Pierre Chrétien et les gens des hautes études en sciences sociales qui sont complètement obsédés par leur universalisme. Personne. Chrétien va jusqu'à dire que les Tutsis et les Hutus ont été créés par la colonisation. Bon, très bien. Moi, comme je dis souvent, effectivement, le problème breton a été créé par l'occupation allemande entre 40 et 42. Voilà. C'est à peu près. C'est absolument délirant. Et non, la réalité, c'est que l'Afrique, c'est l'Afrique des peuples, donc des ethnies. Mais le problème est que dans notre société française, ceci est purement français, parce que les Britanniques n'ont pas ce souci, les Allemands non plus, c'est totalement français. Parler de tribus était devenu péjoratif, je ne sais pas pourquoi, donc on a habillé le terme de tribu par le glissement sémantique en les baptisant ethnie. Mais ça n'a rien à voir. L'ethnie et la tribu, c'est pas du tout la même chose. C'est qu'il faut qu'on mélange tout. Parce que la tribu, c'est, j'allais dire, un délitement de l'ethnie. Mais l'ethnie, c'est un élément supérieur de coagulation de la tribu. Bien sûr. L'ethnie, c'est l'élément qui dépasse la tribu. Et comme plus rien ne veut plus rien dire dans notre société, parce qu'on a peur des mots, il n'y a plus d'aveugles, il y a des malvoyants, il n'y a plus de balayeurs et des techniciens de surface, il n'y a plus des populations immigrées, il y a des minorités visibles. Bon, d'accord, on va aller la diversité. Il est grave, à partir du moment où on ne nomme plus les choses, bien sûr. Là, on est vraiment dans le grand problème quand on ne nomme plus les choses. Donc la réalité africaine, ce sont ces peuples. Alors appelons les ethnies, appelons ce qu'on veut, mais les peuples. Et on le voit tous les jours. Toute l'histoire de l'Afrique s'écrit autour des peuples. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Corne de l'Afrique, aujourd'hui les problèmes du Mali, tout tourne autour de l'ethnie. On va bientôt nous dire que c'est nous qui avons créé les Touaregs, peut-être. Si j'ai accueilli les gens français qui ont créé les Touaregs. Et les Bambara, certainement. Non, nous sommes dans le déni de réalité. Et ce déni de réalité qui imprègne totalement nos élites, parce qu'il faut bien voir que Sciences Po, l'ENA, les gens qui sortent de Sciences Po, qui sortent de l'ENA, sont moulés par cette idée. Donc ils se retrouvent. Donc nous avons nos dirigeants, qui sont à la fois les dirigeants politiques, les dirigeants des administrations et des grandes sociétés, qui sortent tous du même moule, qui ont tous la même approche, et qui ne comprennent pas pourquoi ils se prennent les pieds dans le tapis en permanence dans les Afriques. Tout simplement parce qu'ils ne partent pas du réel. Donc les seuls en France qui aient une approche réaliste de l'Afrique, ce sont les militaires.
Parce que eux sont condamnés au réel. Ils peuvent pas se planter. Si un diplomate se plante, il y aura les forces spéciales qui iront le chercher. Mais le jour où les forces spéciales se plantent, ce sont pas les diplomates qui vont aller le chercher. Donc la réciprocité eux sont condamnés au réel. Ce qui fait que, étant condamnés au réel, eux ont une approche de terrain, ils voient ce que c'est. Et ils laissent les intellectuels du Quai d'Orsay et les autres faire leurs entrechats autour de la négation des ethnies et autres calembredaines. On peut d'ailleurs rappeler que vous êtes expert pour le tribunal pénal international, pour l'histoire du Rwanda. Oui, pour le Rwanda. Voilà. Oui. J'étais expert pour les 7 procès, pour les 7 principaux procès. Parce qu'il n'y a pas d'expert attitré, on est expert par procès. Il faut chaque fois prêter serment, etc. C'est une procédure très longue. Très bien. On va faire une petite pause musicale, mon cher PGL. Ouais, donc je pense. Et on reste dans l'ère géographique africaine. Hein. Plutôt d'Afrique australe, avec donc une culture et une ethnie. Cette fois-ci, la tribu blanche d'Afrique chère à Bernard. Je crois que c'était l'objet de ses premiers travaux. Plusieurs de mes livres. En tout cas, un des premiers qui vraiment vous a fait connaître. Donc, le barde des Afrikaners, de la tribu Boer, donc Bock van Blerg, dans un de ses plus grands succès, qui suscite toujours l'adhésion et l'enthousiasme des foules, Afrikaner Hart. Een vuur en bloed vind ek my nou, soos elke boerenkind en vrou. 'n Oormag kwyl nou oor ons land, staan gewapen tot die tand. Sy skadu val 'n donker wolk oor die toekoms van ons volk. En veg ons nie, sal ons verdwyn by Magersfontein, by Magersfontein, by Magersfontein trek ons die lyn. Kom boere krygers, wees nou helder, die dag van rekenskap is hier. Die vyand jag nou oor ons velde, staan jou man teen kanon, se vier die kakies wil ons volk verower. Beloof pyn en smart, maar as jy skiet, skiet my deur. As jy skiet, skiet my deur. As jy skiet, skiet my deur, my Afrikaner hart. As jy my vra, sal ek jou sê hoe diep my hart se wortels lê. As jy my vra, sal ek jou wys. Dis my grond hier in my vuis. Kom boere krygers, wees nou helder, die dag van rekenskap is hier. Die vyand jag nou oor ons velde, staan jou man teen kanon, se vier die kakies wil ons volk verower. Beloof pyn en smart, maar as jy skiet, skiet my deur. As jy skiet, skiet my deur. As jy skiet, skiet my deur, my Afrikaner hart. Al breek die houding agter ons los, en al stort die hemel neer, hou jou lyn en staan jou man. Dis hier waar ons elkaar keer. Staan vas, staan vas.
my dear, my Afrikanerhart. Ja, as jy skiet, skiet my dear, as jy skiet, skiet my dear, as jy skiet, skiet my dear, my Afrikanerhart. De retour après cette pause musicale sud-africaine et afrikaner, nous reprenons le cours de notre émission. Et dans cette seconde partie, nous allons évoquer avec Bernard Luglan son dernier ouvrage, Histoire des Berbères, un combat identitaire plurimillénaire. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet directement, mon cher PGL, en attaquant par... Déjà, un petit peu le pourquoi de cet ouvrage. Une question minée, une question controversée aujourd'hui avec justement au regard des printemps arabes, de l'identité arabo-islamique qui est souvent mise en avant pour l'Afrique du Nord. Donc, comment décliner cette question berbère? Oui, le grand problème, c'est que les Berbères sont les grands oubliés de l'histoire parce que l'Afrique du Nord n'est pas arabe. Elle est certes musulmane, mais elle n'est pas arabe. Et il ne faut pas confondre arabe et musulmans. Ou arabisés. Oui, tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas des Arabes. Voilà, puisque le premier pays musulman n'est pas un pays arabe. Oui, l'Indonésie, la Fédération d'Indonésie. À l'heure actuelle, numériquement, suivi absolument. par le Pakistan. Alors donc, tout le problème est que l'Afrique du Nord, depuis la Libye jusqu'au Maroc, y compris les îles Canaries, mais la population berbère des îles Canaries a disparu. Les Guanches, le fameux Guanches. Ou est métissé avec... Blond aux yeux bleus, comme souvent on le décrivait. Donc le vieux fond de population de l'Afrique du Nord est berbère. Et ces berbères ont été islamisés et en partie arabisés au cours de l'histoire, à la suite d'événements dont nous allons peut-être parler. Et cette idée de faire ce livre m'est venue parce que, si vous voulez, depuis longtemps, je suis conscient de ce véritable vol de personnalité que subissent les Berbères. Parce qu'on veut les faire passer pour des Arabes. Or, ils ne sont pas arabes. Vous avez écrit une histoire du Maroc et de l'Égypte, entre autres. Donc déjà, je vois plus. C'est une région. Écoutez, je connais un peu. Moi, je suis né au Maroc, d'ailleurs. Oui, j'ai passé toute mon enfance au Maroc, en pays berbère notamment, et donc je connais bien cette question. Et il est bien évident que nous sommes en présence, j'allais dire, des Gaulois de l'Afrique du Nord. Les Berbères, ce sont les Gaulois de l'Afrique du Nord. Ce sont les indigènes. C'est le fond de population. Alors, c'est pour cela que j'ai fait ce livre, pour leur rendre leur histoire, parce que tous les grands phénomènes de l'histoire de l'Afrique du Nord, jusqu'au XVIe siècle, se font autour de dynasties berbères. Tout à fait. Alors, vous montrez que le terme berbère est un terme générique, un peu problématique, qu'il cache une réalité plurielle. Des réalités, oui, plurielles. Des réalités, oui, plurielles. Donc, en fait... comment caractériser un petit peu le monde berbère, on va dire, tout au long de l'Antiquité, avant la conquête musulmane, et en intégrant le moment romain, bien sûr. Disons que le monde berbère va rester authentiquement berbère, grosso modo, jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle. Avec l'exception de la partie orientale de la Libye, qui va être rapidement arabisée, et de la Tunisie, qui, elle également, va être relativement arabisée. Mais tout ce qui est actuelle Algérie, actuel Maroc, toutes ces deux grandes régions, et le monde saharien, vont demeurer berbères jusqu'au XIIIe siècle. Parce que l'apport ethnique arabe, au moment de la conquête, est une goutte d'eau dans l'océan berbère. C'est vrai, ça reste une question très controversée aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pas controversé historiquement. Non, je veux dire par rapport aux tenants aujourd'hui de l'identité arabe, c'est des questions alors, donc, il y a deux logiques. Il y a l'idéologie arabo-musulmane qui dit, et c'est l'idéologie officielle de l'Algérie, qui dit, certes, bien sûr que les Berbères étaient là avant. Bien sûr que le fond de la population est berbère, mais parce qu'ils se sont convertis à l'islam, ils sont rentrés dans le monde culturel arabo-musulman. L'Oumma, la vision de l'Oumma, la vision universaliste. Voilà. Ça, c'est la vision, si je veux dire, nationaliste, pan-arabe, maghrébine. Et puis les Berbères qui disent non, nous sommes restés berbères, nous avons gardé notre langue, etc. Alors, le grand problème vient du fait que
Et ça, c'est très intéressant. Là, l'historien se régale en travaillant là-dessus, parce que c'est très intéressant, car nous sommes bien documentés, nous avons des travaux, nous avons des sources fort importantes. Et en fait, il faut distinguer au Maghreb 2 zones. Il faut distinguer le Maghreb oriental, disons l'actuelle Tunisie jusqu'à la région de Constantine à peu près, et toute la partie située plus à l'ouest, et essentiellement le Maroc. La partie de l'Est a été christianisée, pas la partie de l'Ouest. Il y a eu une énorme christianisation du monde maghrébin, des Berbères maghrébins, dans l'actuelle Tunisie, dans l'Algérie centrale et orientale. Saint-Augustin était d'Hippone. Oui, On l'oublie. oui, mais ça le rappeler, il n'y a pas que ça. Bien oui, sûr, il n'y a pas que ça. Il y avait 150 évêchés, etc. Mais quand vous passez à la hauteur de l'actuelle ville d'Oran, par exemple, jusqu'à l'Atlantique, il n'y a plus de chrétienté. Il y a 2 petites chrétientés, une à Tanger, une à Ceuta. On n'est même pas certain qu'il y ait eu une véritable chrétienté à Volubilis, et au moins indigène. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une petite partie du Maghreb qui a été romanisée et christianisée. Cette partie romanisée et christianisée, c'est là où ça devient intéressant, va résister aux Arabes. Pas la partie non romanisée. D'accord. Mais cette partie qui va résister aux Arabes, une fois qu'elle va être vaincue, va se convertir à l'islam et va perdre son identité berbère. Tandis que la partie ouest, essentiellement le Maroc, va se convertir tout de suite à l'islam et va conserver son identité berbère. C'est-à-dire que les Berbères marocains vont se servir de l'islam pour échapper à l'arabisation. D'accord. C'est fondamental. Et chaque fois qu'ils vont être menacés par un pouvoir arabe, qu'il s'agisse d'un pouvoir arabe venant d'Espagne ou un pouvoir arabe venant des khalifats orientaux, ils vont adopter les hérésies de l'islam qui vont leur permettre d'écarter la menace du monde arabe. Et chaque fois qu'ils auront repoussé cette menace, ils reviendront à l'orthodoxie sunnite. Donc, le fait berbère, c'est moi je parle un combat identitaire plurimillénaire, le fait berbère est un fait de résistance et d'adaptation. Et il faut bien voir que pour ces berbères, l'islamisation a été un moyen d'échapper à l'arabisation. Parce que, en se convertissant tout de suite à l'islam, ils n'ont pas été assujettis au statut des vaincus. Dhimmi, entre autres pour les autres. Ouais. Ils ont été associés à la conquête. C'est eux qui ont fait la conquête de l'Espagne. Alors ensuite, tout va évoluer au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe. Que va-t-il se passer au XIIe, XIIIe siècle? Il va se passer que vont arriver pour la première fois des masses arabes. Alors ces masses arabes sont des tribus les tribus hilaliennes, Beni Solahem, Beni Hilal, Beni Mahil, etc., qui vont sortir d'Arabie, qui vont dévaster le nord de l'Égypte, et ces tribus vont être, au XIe siècle, envoyées par les Fatimides vers l'ouest, vers la Libye. Ah, donc rappelons pour les auditeurs que c'était un califat chiite qui était établi au Caire. C'était des Berbères surtout. Oui. Attention. Parce que les Fatimides, ce sont les Berbères Koutama de Petite Kabylie. Certes, le leader n'est pas berbère, mais toute la troupe est berbère. Ce sont les tribus berbères qui vont conquérir l'Égypte. Et quand les Fatimides déplacent le siège de leur commandement du Maghreb en Égypte, ils laissent le commandement à d'autres berbères qui vont se soulever assez rapidement pour échapper à la tutelle fatimide, toujours l'indépendance berbère. Donc, les Fatimides d'Égypte, pour se venger des Berbères qui se sont révoltés contre eux, et pour écarter le danger arabe qui déferle sur le nord de l'Égypte, vont envoyer ces tribus vers l'ouest. Et ces tribus vont arriver, elles vont commencer à déferler sur l'Afrique du Nord. Alors nous avons les descriptions qui sont tout à fait importantes, et là, nous sommes au moment de la dynastie almohade, des Almohades, dynastie berbère, authentiquement berbère. Ce sont les Berbères du Haut Atlas marocain, les Almohades. Qui vont débarquer en Espagne. Oui, entre autres. Voilà, entre autres. Alors, les Almohades vont se porter en avant de ces tribus arabes,
ils vont les écraser. Ils vont vraiment les écraser. Et là, ils vont prendre une décision qui va être lourde de conséquences, car ce vont être des Berbères qui vont arabiser le Maghreb. Au lieu de les repousser vers la Libye et vers l'Égypte, ils vont les faire rentrer dans leur ditch, dans leur armée, parce qu'ils ont besoin de troupes pour aller en Espagne. Parce qu'au même moment, en Espagne, la Reconquista chrétienne est en train de pousser vers le sud. Donc, ils font rentrer ces tribus dans le service almohade, et ils les ramènent avec eux vers l'actuel Maroc, et ils les installent dans la vallée de la Moulouya, donc entre l'Algérie et le Maroc, et ils vont les installer dans les plaines de Marrakech, et surtout dans toute la région côtière et des Doukala marocaines. Et ces tribus arabes vont arabiser les Berbères de la région, à telle enseigne qu'aujourd'hui, dans ces régions, vous avez affaire à des Berbères qui pensent être d'ascendance arabe. Ah oui. Qui ont intériorisé complètement. Complètement. Ils ont totalement intériorisé. Et en Algérie, c'est la même chose. En Algérie, vous avez la majorité de la population qui est berbère, j'allais dire génétiquement, si on peut parler de génétique à ce propos, et qui pense être arabe. Alors, combien de fois je discutais avec des amis, ils me disent mais non, nous sommes arabes puisque nous descendons d'un tel, un tel. Je dis mais non, c'est une fausse généalogie. Parce que quand ton ancêtre, en 1000 et quelques, ou en 900 et quelques, ou en 1120, s'est converti à l'islam, il est rentré dans une Kabila arabe. Et en entrant dans une Kabila arabe, il a pris la généalogie de la famille qu'il avait convertie. D'accord. Ce qui fait qu'ils vont vous réciter une généalogie. Alors, les premiers spécialistes de l'Algérie ont dit, oui, ils sont des Arabes, regardez la généalogie. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des emprunts généalogiques. C'est-à-dire, on entre dans l'islam et on entre par le biais de quelqu'un qui vous a converti et vous adoptez sa généalogie. Donc nous sommes en présence d'Arabes, de Berbères, que l'on qualifie, comme disait, qu'on qualifie audacieusement d'Arabes. Pour revenir très rapidement aux données anthropologiques, vous précisez dans votre ouvrage que les Berbères sont de véritables autochtones en Afrique. Ah, complètement. Vous reprenez un petit peu, dans l'ethnogénèse du peuple berbère, c'était question des Afrasiens, d'où découlerait il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'aspect linguistique et il y a l'aspect, j'allais dire, génétique. Deux choses totalement différentes. Linguistiquement, nous sommes parfaitement documentés. La langue berbère est une langue afrasienne, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant langue afro-asiatique. Pas afro-asiatique, c'est une langue afrasienne. Ce sont des langues qui sont toutes nées Éthiopie, Érythrée à peu près. Et cette langue a éclaté. Et de ce noyau afrasien qui éclate il y a 15 000 ans à peu près, vont surgir trois rameaux. Un rameau qui va donner naissance à l'arabe et à l'hébreu, et non pas sémitique, alors, et non pas à l'hébreu et à l'arabe et à l'hébreu. Un autre rameau qui va donner naissance à l'ancien égyptien, et un autre qui va donner naissance aux berbères. Je ne parle pas des rameaux sud, je parle uniquement des rameaux nord. Alors donc, au point de vue linguistique, nous sommes bien documentés. Mais au point de vue génétique, les Berbères sont les indigènes qui ont toujours habité là, toujours habité dans cette partie de l'Afrique du Nord, avec bien entendu des apports venus d'Europe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'archéologie, etc., a bien montré que par les deux zones de contact les plus proches avec l'Europe, c'est-à-dire l'Espagne et la Tunisie et la Sicile, nous avons des apports qui viennent d'Europe aussi. Donc, population indigène qui a toujours été là, qui reçoit des apports européens, et qui, ensuite, va recevoir énormément d'apports à l'époque carthaginoise, avec les Sémites qui arrivent de Phénicie, à l'époque romaine, avec des troupes qui arrivent de partout. Par exemple, il y a des garnisons romaines, des garnisons qui sont d'origine danubienne. Bon, ces gens restent sur place. Bon, il y a donc Vandales plus tard. Vandales plus tard. Ensuite, tout ce mélange qui résulte des arrivées des Turcs, etc. Et des esclaves, africains, subsahariens aussi. Oui, bien entendu, surtout au Maroc. Oui. Et également énormément d'Européens, parce que à l'époque des Almoravides, empire berbère, rigoriste, etc., il y a des régiments entiers
de chrétiens. Oui. Même de Slaves, hein. Il y en avait en Espagne. Mais ce ne sont pas des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. Non, des Slaves, je veux dire. Non, des Slaves, je parle des régiments entiers. Oui. Quand on voit ou bien les Castillans ou les Aragonais, et ils ont leur garnison, etc., ben, ces gens font souche sur place. Donc, il y a, si vous voulez, un mélange qui est considérable. C'est vrai que vous avez des types physiques totalement différents. Alors, les types il y a un physiques... panel très ouvert, physique. Bah, vous avez... Bon, je raconte toujours cette On histoire. a entendu parler des complexions claires qu'on pouvait trouver dans certains coins de Kabylie. Je raconte toujours l'histoire. Un jour, j'étais sur Royal Air Maroc, une hôtesse qui me sert un café, là, et je lui dis vous êtes de telle tribu du Rif. Et elle me dit, mais comment vous le savez? Je dis, parce que vous êtes rousse, vous avez les yeux verts, et vous avez des taches de rousseur, et vous ressemblez à une Irlandaise. Donc, vous êtes de telle tribu. Elle me dit, oui, c'est vrai. Mais au même moment, vous avez le pilote qui peut être totalement noir. Parce que lui, ça va être un berbère du Sud, dont les grands-pères... négrifiés, quoi, voilà. Dont les grands-pères avaient des femmes esclaves, et dans les mêmes familles, vous avez des blonds et des noirs qui sortent. Donc, vous avez un mélange, un panel... Maintenant, c'est la langue qui les distingue, hein, la langue. C'est une histoire passionnante, cette histoire des Berbères. Parce que complexe, mais passionnant. Oui. Alors justement, ce fait de berbère, comment il se décline à l'époque ottomane, hein, donc, entre, on va dire, bon, le fait almohade, dont vous venez de parler, et puis, bon... Disons que le Maghreb, jusqu'au XVe siècle, est gouverné par des dynasties berbères. Et puis, à partir disons, grosso modo, le XVIe siècle, XVIIe siècle, il y a un basculement qui va se produire. Toute la partie centrale, orientale, va passer sous contrôle ottoman, et la partie occidentale, c'est-à-dire l'actuel Maroc, sous le contrôle d'une dynastie arabe, les Alaouites, qui sont toujours au pouvoir au Maroc. Et donc, à l'époque ottomane, le Maroc va lutter contre les Ottomans, et toute la partie l'Algérie, Tunisie et Libye actuelle, ce sont des possessions, des bellicats ottomans. Voilà, oui, avec les fameux des barbaresques qui feront régner aussi une insécurité assez constante dans cette partie de la Méditerranée, entre autres. Oui. Disons jusqu'à la fin, jusque dans les années 1780. Après, ça se calme. 85-90, il va y avoir encore des expéditions, effectivement. Après, disons dans les années 1830, quand se fait la conquête de l'Algérie, le phénomène a quasiment disparu. Alors, au moment du débarquement des Français, que ce soit sur un mode colonial ou de protectorat, quel va être un peu le traitement qui sera réservé aux Français, aux Berbères, par l'administration française? Est-ce qu'il y aura vraiment une politique on va distinguer un petit peu, on va jouer c'est très intéressant. Distinguons l'Algérie et le Maroc. Ce sont deux aspects différents. Alors, en Algérie, administration militaire jusqu'en 1870-71, avec les bureaux arabes. Et à partir de 1871, l'Empire, donc Napoléon III, est renversé. La République est le gouvernement provisoire. Et à partir de ce moment-là, l'administration civile s'installe en Algérie. Et à partir de ce moment-là, l'Algérie française est morte. L'Algérie française est morte en 1871, quand on a supprimé les bureaux arabes, c'est-à-dire les officiers qui administraient les tribus, et qu'on les a remplacés par des fonctionnaires, avec tout ce que la France a de plus caricatural dans son aspect fonctionnariat. On remplace les officiers qui parlaient la langue du pays, qui connaissaient, qui étaient respectés, qui défendaient les tribus, etc., par des fonctionnaires, hier préfet du Rhône, le lendemain préfet de Constantine. Donc, terminé. On peut dire que l'Algérie va disparaître à ce moment, française est condamnée. Soulèvement des Kabyles, avec le soulèvement de Mokrani. Mokrani qui dit « Moi, je consens à obéir à un officier, mais je n'obéirai jamais à un marchand. » C'est un réflexe. Très sain réflexe. Et bien entendu, la République jacobine écrase la Kabylie, écrase Mokrani. Et les Kabyles vont être considérés ensuite comme des trublions. Alors que les zones dites arabes ne vont pas bouger. Les zones dites arabes vont pas bouger, au contraire, elles vont fournir des troupes à l'armée française pour aller lutter contre les Kabyles. Ce qui fait que la France va toujours se méfier de la Kabylie. Et d'ailleurs, en 54, ce sont les Kabyles et les Chaouia, les gens des Aurès qui vont se soulever. Ce ne sont pas les zones arabes. Au Maroc, c'est totalement différent. Au Maroc, c'est totalement différent parce que l'IOT, je vous disais tout à l'heure, l'IOT est l'archétype du colonisateur intelligent et réaliste. Mais l'IOT a cassé la berbérité au Maroc, il faut bien le voir. Parce que l'IOT est envoyé au Maroc pour restaurer le pouvoir du sultan. Or, c'est un pouvoir arabe. Et quelle est la situation du Maroc quand arrive l'IOT dans les années 1910-1912 ? Eh bien, c'est-à-dire que
les tribus berbères sont en dissidence depuis quelques dizaines d'années. Elles refusent de prêter serment au sultan. Elles refusent d'obéir au sultan. Ou alors elles vont soutenir tel ou tel candidat. Il n'y a plus, si vous le voulez, la beïa, c'est-à-dire la beïa, le serment, le système politique marocain. Les chefs de tribus viennent prêter la beïa, c'est-à-dire le serment d'obéissance au sultan, et en échange, le sultan redonne l'autorité aux chefs sur les tribus. Et ces tribus doivent fournir l'impôt, payer l'impôt et fournir les troupes en cas de guerre. Non. Tribus ne marche plus, tout ça a échappé au sultan. Il n'y a que les tribus arabes qui vont soutenir le sultan. Donc Lyautey vient pour rétablir l'autorité de l'État marocain. Et rétablir l'autorité de l'État marocain, c'est ce qu'on appelle la pacification. Mais c'est surtout ce qu'on appelle la lutte contre les tribus berbères. Et Lyautey va réussir, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, une fois que la guerre du Rif sera terminée, quelques années après, Lyautey sera parti d'ailleurs, toutes les tribus berbères seront revenues dans l'obéissance au sultan. C'est-à-dire que la berbérité aura été reprise en main par la monarchie marocaine. Et dans les années 1930-35, certains responsables de l'administration française au Maroc ont dit mais il y a deux Marocs. Il y a deux Marocs. Il y a le Maroc arabe, puis il y a le Maroc berbère. Et il faudrait peut-être qu'il y ait deux types d'administration. C'est ce qui va être mis en avant avec l'idée du daïr berbère qui va provoquer une réaction nationaliste au Maroc, parce que les Marocains vont dire « oui, mais attention, on essaie de couper en deux la population marocaine, oui, etc. » Alors, il y a ce phénomène qui se produit. Donc, c'est très différent de ce qui s'est passé en Algérie. Parce qu'en Algérie, c'était la France. Donc, l'Algérie étant la France, tout le monde était géré de la même manière, même s'il y avait un statut de l'indigénat, etc. Mais en principe, le but, c'était de faire des Français de Dunkerque à Tamanrasset. Jamais au Maroc. Parce que le Maroc était un protectorat. Donc la gestion était totalement différente de celle qui pouvait être envisagée en Algérie. Alors justement, l'Algérie, est-ce qu'il y a eu une gestion particulière également de la part des autorités françaises du fait berbère durant les événements dits d'Algérie? Est-ce qu'il y avait aussi, on peut signaler dans l'insurrection algérienne, une place particulière de la berbérité en tant que telle? Ah ben, l'insurrection algérienne, le combat a été mené par les Berbères, par les Berbères de Kabylie et par les Berbères des Aurès, ça c'est très clair. Alors, les Berbères qui se sont fait, j'allais dire, rouler dans la farine par les tenants de la ligne arabo-nationaliste. Parce que ce sont les Berbères qui vont faire la guerre contre les Français, qui vont se faire écraser militairement par les Français, qui vont donc mourir, et qui vont se retrouver très affaiblis en 1962, au moment de l'indépendance, et qui vont se faire totalement supplanter par l'armée des frontières, qui est dirigée par Boumedienne et qui va mettre Ben Bella au pouvoir. Comment pouvait-on, par exemple, considérer un Messali Hadj c'est pas un berbère du tout. Messali Hadj, non, mais et lui est un tenant de la ligne arabo-musulmane. Le MNA, qui était en grande partie, le mouvement nationaliste algérien, le mouvement national algérien, était en grande partie composé de berbères, avait à sa tête un nationaliste arabo-musulman. Alors là, si vous voulez, c'est la grande contradiction, parce que dans le mouvement berbère, dans les années 1945-50, va se poser la question très claire. Affirmons-nous, avant de déclencher une insurrection, notre berbérité, ou bien mettons-nous notre berbérité sous le coude et attendons de la mettre en évidence au lendemain de l'indépendance? Et j'allais dire, les tenants du courant arabo-musulman vont posséder totalement les berbères. Ils vont dire, écoutez, ne parlons pas de berbérité, la priorité c'est de lutter contre les Français, donc parlons du nationalisme algérien. Ce qui fait que les berbères vont rentrer dans la lutte contre la France en laissant de côté leurs revendications berbères. Aucun des grands textes de l'indépendance algérienne ne fait allusion à la berbérité. C'est vraiment le courant arabo-islamique. De type jacobin, en plus. De type jacobin. Ah, oui. De type jacobin. Et ce courant, qui est très très fort en 62, puisque c'est le courant qui est incarné par l'armée des frontières, plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui ne se sont pas battus. Il faut bien voir que l'armée des frontières ne s'est pas battue. Elle était contenue au Maroc et en Tunisie par les lignes fortifiées, et chaque fois qu'une unité essayait de franchir la ligne, elle se faisait écraser par les troupes d'intervention, la Légion, les paras qui étaient là. Bon, ils passaient pas. Donc, ceux qui menaient le combat, ce sont les maquis d'intérieur. Les maquis d'intérieur, c'était qui? C'était les berbères, qui vont se faire voler leur victoire. Parce que les berbères auraient
pris le pouvoir en 1962, l'évolution de l'Algérie aurait été totalement différente. L'Algérie n'aurait pas du tout évolué comme un État socialisto-jacobin mettant en avant cette idéologie arabo-islamique qui est totalement étrangère à l'Algérie. Alors justement, comment le FLN va gérer cette question berbère? Par le parti unique. Par le parti unique, par la persécution, par l'arabisation, on dit une politique. Par l'arabisation, la chaire de Berbère du ministre d'Alger est supprimée dès le mois de septembre 62. Le ministre de la culture algérien dit les Berbères n'existent pas, c'est une création des Pères blancs, c'est une création coloniale, il n'y a pas de Berbères. Et parler de berbérité, c'est être pour l'Algérie française, c'est-à-dire c'est soutenir le colonisateur. Les Berbères vont essayer de se soulever en 63, ils vont être écrasés, ce qui fait que la revendication berbère va dormir et elle va surgir périodiquement jusqu'au moment dans la décennie 80-90 avec le printemps berbère, avec cette résurgence très très forte qui va. Il y avait aussi un parti politique, le parti des forces sociales. Oui, mais aussi Narit Ahmed, non? Oui, mais le problème de Narit Ahmed, c'est qu'il a complètement camouflé la revendication berbère sous une appellation socialiste. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Effectivement, tout le monde sait que c'est un parti berbère, mais il ne met pas en avant la berbérité, il met en avant la démocratie et le socialisme. Donc, il ne met pas le côté identitaire en avant. Et donc, il va, Narit Ahmed va largement, j'allais dire, amoindrir la revendication berbère. Ce qui fait qu'il l'habille autour d'une revendication démocratique et socialiste. C'est pas ça le problème. Le problème est ethnique et culturel. Il n'est pas socialiste ou démocrate. C'est une question d'identité d'un peuple. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant parce que les partis politiques berbères ou qui prétendaient représenter les berbères sont en perte de vitesse. Et l'on voit un mouvement très intéressant qui est en train de se définir dans le monde berbère en Algérie. C'est-à-dire une réappropriation de l'histoire. C'est-à-dire que les jeunes berbères intellectuels ont compris que ces partis politiques allaient à la soupe, les trahissaient, se faisaient acheter. Et donc, ils reviennent à l'histoire. C'est-à-dire qu'ils se mettent à découvrir leur histoire. Ils avaient des mythes, ils ne connaissaient pas leur histoire. Et l'on voit depuis un certain temps... Ça commence souvent comme ça. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a des sites sur Internet qui sont remarquablement bien faits. Et l'on voit une réappropriation de l'histoire. Alors, quand un peuple commence à se réapproprier son histoire, c'est bon signe. On peut aussi évoquer, pour le souvenir, quand même, une figure charismatique des années 90, le chanteur Matou Blounès, que Jean Mabir, d'ailleurs, avait croqué dans un numéro de Terre et Peuple, en tant qu'éveilleur véritablement de la berbérité. Lui aussi a été, je crois, un des héros de cette berbérité des années 90. Il a payé d'ailleurs chèrement de sa vie, après plusieurs attentats d'ailleurs dont il a été victime. Alors aujourd'hui le problème c'est que l'Algérie existe-t-elle? Ça, c'est le grand. Autant le Maroc existe. Alors ça, c'est sûr que certains auditeurs vont se manifester rapidement. Mais là, il faut dire les choses. Il faut dire les choses clairement. Ouais. Alors, il y a une volonté d'existence, ça qui est tout à fait respectable, une volonté d'existence, mais cette volonté d'existence ne peut pas aboutir tant que sera niée la composante berbère, qui est tout de même l'âme, le tréfonds, le soubassement, j'allais dire, en anglais on dirait le bedrock de cette société. Alors, dire que l'Algérie est un pays arabo-musulman, c'est un mensonge. C'est comme la France n'existe pas depuis 1789. Elle existait avant. Et l'Algérie n'est pas arabo-musulmane. L'Algérie est berbère. Et sur ce fond berbère sont venus se greffer des influences arabes et une religion musulmane. Voilà. Mais il faut bien voir qu'au début, à la base, nous avons les Berbères. Et que cette histoire berbère est une histoire millénaire qui va durer et qui va perdurer jusqu'à l'époque contemporaine, puisque si l'Algérie est indépendante, c'est en grande partie parce que les Berbères se sont battus contre nous, Français. Alors que quand les Arabes n'ont pas suivi. En tout cas, cette question berbère continue de se manifester de l'actualité. Vous vous êtes exprimé très récemment, notamment avec l'affaire du Sahara, avec le soulèvement en Azawad, avec aussi le rôle que certaines tribus berbères ont pu jouer en Libye, en tout cas, ont voulu faire entendre leur voix.
Très rapidement, il nous reste, je crois, quelques minutes. Pouvez-vous rapidement tracer le trait des évolutions en cours concernant justement le rôle des Berbères dans cette région? Alors, il y a du un réveil, une renaissance berbère qui est tout à fait détonnante. En Libye, par exemple, personne ne savait qu'il y avait des Berbères. On a découvert qu'il y avait des Berbères à l'occasion des événements de l'année dernière. Or, toute la partie située à l'extrême ouest... C'est le Fezzan, non plutôt Non, je parle de la partie... dans le Fezzan, il y a des Toubous et des Touaregs. Non, les Berbères, berbérophones, qui sont apparentés aux Berbères d'Afrique du Nord, sont dans l'extrême ouest de la Libye, dans le Djebel Nefouza. D'accord. Avec un débouché sur la mer. Alors, ce qui était intéressant, c'est que les statistiques officielles à l'époque de Kadhafi disaient il y a 5-6% de Berbères en Libye. C'est faux. Il y en a beaucoup plus de berbérophones. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que 90% de ces Berbères vivent en Tripolitaine, c'est-à-dire dans la partie ouest. D'accord. Et 100% de ces Berbères vivent dans l'extrême ouest de la Tripolitaine. Ce qui fait que la partie de l'extrême ouest de la Tripolitaine est une partie à majorité berbère, divisée en deux. Les Berbères berbérophones et les Berbères arabophones. Mais ce sont les mêmes, ce sont les cousins, ce sont les mêmes tribus. Certaines ont pris la langue arabe et d'autres ont gardé la langue berbère. Donc il y a un réveil très important qui se fait dans cette zone et ce sont les deux brigades berbères qui ont pris Tripoli. C'est eux qui ont gagné la guerre. Ce sont les seuls qui se soient battus. Les autres ne sont pas battus contre Kadhafi. Tiraient des coups de fusil, partaient, etc. Il n'y a pas eu de guerre. Les seuls qui se soient battus, ce sont les deux brigades berbères. L'une berbère berbérophone et l'autre berbère arabophone de Nefouza et de la région. Réveil berbère également, à l'heure actuelle, dans l'Azawad. Dans l'Azawad, avec les Touaregs. Mais attention, Mali, voilà. Mais attention, là on confond beaucoup de choses, parce que l'Azawad n'est pas uniquement Touareg, il n'est pas uniquement berbère, il y a trois Azawad. L'Azawad, c'est toute la partie nord du Mali, c'est une immense région. Les Berbères, donc les Touaregs, n'occupent, leur homeland n'est qu'une petite partie de l'Azawad. C'est la partie centre-est de l'Azawad. Toute la partie ouest de l'Azawad est arabe, ou berbéro-arabe, avec les tribus qui sont les tribus arabes, ou qui se revendiquent comme tribus arabes, Voilà. et qui traditionnellement luttaient contre les Berbères. Et au moment de la période coloniale, nous nous sommes appuyés, nous, sur les tribus arabes Chamba contre les Touaregs. Donc il y a des vieilles rivalités entre ces tribus. Puis le troisième Azawad, c'est l'Azawad du fleuve Niger, qui lui est un Azawad composite, avec certaines Touaregs, certaines tribus Touaregs, Imrad notamment, et puis des Songhai, des Peuls, des Maures, etc. Donc il y a trois Azawads. Mais les Touaregs, à l'heure actuelle, sont effectivement soulevés dans leur parti. Alors toute la question est de savoir, sont-ils, oui ou non, gangrénés par les islamistes? Je pense que le danger islamiste en zone de Touareg a été beaucoup grossi. Le problème, c'est que si les Touaregs sont acculés, ils vont tendre la main à qui leur tendra. Et je pense que nous avons raté une bonne occasion de redistribuer les cartes dans la zone en appuyant les Berbères. Il eût fallu les appuyer d'une manière ou d'une autre. Et là, si se dessine une intervention ouest-africaine, bien entendu encadrée par les Occidentaux, nous risquons d'avoir un résultat assez contraire, c'est-à-dire de pousser peut-être ces gens dans les bras des islamistes qu'ils détestent. Ils les détestent parce que chez les Touaregs, ce sont les hommes qui sont voilés et pas les femmes. Il y a donc une approche qui est totalement différente dans la conception de l'islam. Ce n'est pas du tout un islam rigoriste comme l'islam salafiste. Le monde touareg est imperméable à l'islam salafiste. C'est un islam composite. Certains commentateurs des événements de cette région ont parlé aussi d'une ingérence américaine dans ces événements. Je pense notamment à l'article de Michel Lhomme, qui a été publié récemment sur la Grande Toile, où il parlait justement d'ingérence américaine à propos des membres du gouvernement malien et de certains groupes salafistes qui pourraient être, comme Al-Qaïda Maghreb islamique, plus ou moins des émanations, en tout cas manipulées par des services
atlantistes, en tout cas des spécialistes américains. Que pensez-vous de cette approche, de cette thèse? Moi, je ne suis pas du tout complotiste. Hein. Oui, non, mais c'est pas des complotistes. Donc, moi, j'ai un réaliste. C'est gérant géopolitique. Oui, voilà, donc, en tant que réaliste, je dis bon, à qui profite ACMI? Parce que ACMI, mon opinion profonde, c'est qu'ACMI n'existe quasiment pas. ACMI, c'est un label aussi. C'est 400 combattants sur une étendue grande comme une fois et demie la France, qui ont une puissance de nuisance, effectivement. Tu vois, c'est un essaim de prise d'otage. Dans notre train de communication, ça frappe les esprits, ça frappe les opinions, ça joue son rôle. C'est un essaim de guêpe. C'est un essaim de guêpe, mais c'est pas un danger territorial. Non. Je ne vois pas les salafistes mordre sur le monde africain noir chez les Bambara. Pas possible. Bon. Et donc, qui a intérêt à grossir cette réalité ACMI? D'abord, les Maliens. Parce que sans l'épouvantail ACMI, ils sont certains que personne ne viendra les aider pour une hypothétique reconquête du Nord. Ça, c'est clair. Et puis, qui a intérêt encore à grossir ACMI? Eh bien, les nouveaux acteurs qui veulent peut-être s'implanter sur zone, dont les Américains. Parce que vous avez noté l'absence totale de l'Union européenne. La France, qui est en période électorale, ne s'occupe absolument plus de la question. On l'a vu au Darfour il y a quelques années, mais donc, il est évident que nous savons que les Américains sont présents sur zone, etc. Mais bon, alors de là à en faire un système, je ne sais pas. Voilà, moi je pose le problème simplement. D'accord. Alors aujourd'hui, la berbérité, c'est aussi une question qui ne peut pas totalement nous intéresser. Une bonne partie de l'immigration, donc d'origine maghrébine et d'origine berbère, assumée ou pas, on peut le voir, par le tissu associatif qui se développe en France, on peut le voir au niveau de l'enseignement, pour des professeurs qui peuvent avoir affaire à des élèves qui revendiquent soit leur arabité, soit leur berbérité. Quel pourrait être, est-ce que la berbérité, en tout cas le soutien à cette cause, en tout cas pour nous, la question ne se pose pas, nous sommes des ethno-différentialistes conséquents, nous sommes des soutiens de toutes les identités, mais est-ce que cette berbérité pourrait être un levier pour une politique française intelligente d'un règlement éventuel, en tout cas, qui serait souhaitable de la question migratoire? Je ne poserai pas la question dans ces termes, parce que moi je ne suis pas du tout un politique. Oui, bien sûr. Donc la question migratoire, c'est pas mon problème. Je renverse la question et je dis les pays du Maghreb peuvent-ils continuer à vivre sur le mythe de l'existence d'un Maghreb arabe qui n'existe pas? Car le Maghreb n'est pas arabe. Il est berbère, de religion musulmane, avec une langue dominante qui est l'arabe. Mais ce n'est pas un Maghreb arabe, c'est un Maghreb berbéro-arabe, ou mettons les proportions plus ou moins différentes selon les thèses que l'on veut avancer. Voilà. Ceci veut dire donc que dans l'immigration en Europe, ce que l'on voit souvent comme étant des Arabes ne sont pas des Arabes. Ce sont des Berbères, mais qui ne savent pas qu'ils sont Berbères, souvent. C'est ça le problème. Alors, ce qui serait utile, c'est de réapprendre leur histoire, leur vraie histoire, aux jeunes issus de l'immigration, pour leur dire « Mais vous croyez que vous êtes Arabes? Vous n'êtes pas Arabes, vous êtes Berbères. Reprenez vos racines, reprenez votre histoire, reprenez vos sources, et reprenez votre identité. Là, vous êtes acculturés. Vos vraies racines sont berbères. » On peut voir au gré de certaines classes, je n'ai pas certains collègues, des Massinissa, des Jugurtha qui ressurgissent. Eux assument. Alors quand vous avez un jeune qui s'appelle Massinissa ou qui porte le signe de l'homme, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, lui n'est pas acculturé, lui il assume, c'est un identitaire. Mais la plupart de ces jeunes qui cherchent dans un islamisme totalement artificiel une identité se trompent de chemin. Il ferait bien mieux de rechercher leur identité dans l'origine de leur peuple, c'est-à-dire leur identité berbère. Tout à fait. En tout cas, le moment va être venu maintenant de mettre fin à cette émission ô combien passionnante. En tout cas, nous espérons vous avoir très bientôt à nouveau sur nos ondes, Bernard Lugan. Je vais rappeler le titre et les éditeurs des deux ouvrages que nous avons principalement évoqués durant cette émission. Il s'agit tout d'abord de Décoloniser l'Afrique, point d'exclamation, aux éditions Ellipse, donc qui est sorti il y a quelques mois. Ensuite, un ouvrage que vous auto-éditez,
qui est disponible sur votre blog, bernardlugan.blogspot.fr. Histoire des Berbères, un combat identitaire plurimillénaire. Donc les auditeurs intéressés peuvent commander directement, soit sur votre blog ou en envoyant un chèque avec leur règlement. La somme étant de 29 €, frais de port compris. En tout cas, Bernard Lugan, nous vous remercions une fois de plus d'être venu sur nos ondes. Nous vous accueillerons avec plaisir pour reparler de nouvelles thématiques au gré de l'actualité. Et nos auditeurs, restez toujours en éveil. N'hésitez pas donc à acheter les ouvrages de Bernard Lugan pour ces thématiques et un regard nécessaire que nous devons porter sur ce continent africain. Et plus que jamais, à l'abordage et pas de quartier.